Je vais évidemment présenter les gens qui sont autour de moi sur ce plateau, mais avant tout, et d'une façon très simple, ce livre, ce très beau livre, a été réalisé, publié par les éditions Gallimard, grâce à un très grand nombre, enfin peut-être grand nombre, non, par un nombre de mécènes, de gens qui ont vraiment beaucoup aidé ce livre. Certains ne sont plus là, comme Pierre Berger, la compagnie de Phalsbourg, le mémorial de la Shoah, entre autres, et également Patrick Drahi. Et comme Patrick Drahi est là, et que je sais que vous devez partir, et donc, bien sûr, avant même de présenter tout le monde, de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez, je vous cède la parole. Vous pourrez nous expliquer pourquoi vous avez autant tenu à vous impliquer dans ce projet. Écoutez, merci, c'est la première fois. Bonjour messieurs, dames, mesdames, messieurs. C'est la première fois que je viens à ce mémorial. Et donc, bon, je suis ému. Et puis, je suis honoré d'avoir pu travailler avec vous pour vous permettre modestement de réaliser cet ouvrage. Alors, quel rapport entre ce que je fais et votre ouvrage ? Très peu. Moi, j'ai eu la chance de réussir un petit peu dans les affaires. Alors, plutôt que d'en profiter tout seul dans mon coin, ben, j'essaie d'aider des gens qui ont des beaux projets. Et j'ai trouvé que votre projet était extraordinaire. Mais c'est vrai que ce soir, on est dans un lieu où on ne devrait pas trop parler d'affaires et de financement. Et on devrait plutôt respecter ceux qui ne sont plus là. Et moi, quand même, j'ai un petit point commun. Je réfléchissais à qu'est-ce que je fais ici, à part de vous avoir aidé. C'est que vous avez, je crois, pour prendre en photo, vous allez en parler tout à l'heure, toutes ces plaques dans Paris, fait de recherches et sillonner la capitale à pied. Et aussi des recherches multiples, informatiques. J'ai fait un peu la même chose, pas pour le même objectif, mais j'ai tiré de la fibre optique dans tout Paris. Et donc j'ai sillonné toutes les rues. Et ça n'a pas un petit peu réussi, sinon je ne serais pas là. Et le point commun qui nous relie avec le passé, parce que nous, entrepreneurs, on regarde plutôt le futur que le passé, le point commun qui nous relie avec le passé et la fibre optique, c'est le transport de la lumière. Et vous savez que la lumière, c'est l'élément qui va le plus vite par rapport à l'homme, mais c'est aussi ce qui nous relie à tout notre passé et qui fait la transition, qui nous permet de voir ce soir ce que vous allez, et entendre aussi ce que vous allez dire, et qui nous permet de nous relier avec le futur. Donc, si modestement j'ai pu apporter, avec ma modeste contribution, un petit peu de lumière à ce passé douloureux que nous partageons tous, ici présents, je pense, et aussi beaucoup de lumière au temps présent, qui sont parfois pas très éclaircis, et bien voilà, et j'aimerais continuer à vous aider, on verra comment, mais pour faire que votre livre soit connu non pas par 200 ou 300 personnes. Alors moi je l'ai distribué auprès de 400 personnes déjà, hein, en France, aux États-Unis et en Israël, et faire en sorte, parce que c'est un très beau livre, qui n'est pas très cher par rapport à ce que c'est, mais que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter. Et donc on va voir comment on peut diffuser en beaucoup plus grande quantité votre ouvrage. Voilà. Sur ce, moi j'ai pas grand-chose à raconter, c'est vous les intellos, les créateurs, et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous, et une bonne écoute, et merci d'être venus. Voilà. Bien, merci Patrick Drahi. Patrick, vous dites que vous êtes ému. C'est également mon cas. Moi, c'est la première fois que je participe à une conférence ici. Comme beaucoup de gens ici, hélas, j'imagine, dans cette salle, les noms de mes grands-parents sont sur le mur. Et évidemment, je ne peux pas ne pas penser à l'incroyable chose que peut être le fait que des descendants soient là, justement, aujourd'hui, pour perpétuer quelque chose, et pour perpétuer justement cette absence
qui est au cœur vraiment du travail aussi de Philippe Appelwack, puisque c'est toute la question de la mémoire et comment est-ce qu'on la traite et comment est-ce qu'on traite un monument de gens qui ne sont pas là. Donc on va revenir là-dessus, mais avant même de commencer le débat, je voudrais présenter donc les gens qui sont autour de moi. À ma gauche, Daniel Cohn. Alors vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste d'esthétique. Vous êtes même spécialiste de l'Allemagne. Vous avez été la commissaire de l'exposition, c'était au musée d'Orsay, non ? Au musée du Louvre, pardon, sur la peinture allemande, c'est ça. Et donc, il se trouve que par ailleurs, vous avez, alors là, directement contribué au livre, puisqu'il y a un des deux textes d'entrée qui est le vôtre. Et je sais, vous me l'avez dit, que vous avez dû parler de l'artiste qui est Philippe Appelwack, et donc vous n'avez pas vraiment pu parler de ce dont vous auriez aimé parler aussi, qui est au cœur de vos travaux, et donc on reviendra dessus sur justement la question du monument, de la mémoire, etc. Philippe Appelwack, je vais quand même le présenter, bien qu'il soit quand même vraiment le sujet, mais et son livre. Bon, Philippe Appelwack, c'est probablement, je sais pas, on pourrait dire le plus grand graphiste qu'on ait en France. Les Arts Déco, ce qu'on appelle maintenant le MAD, le Musée des Arts Décoratifs, lui a rendu un grand hommage en 2013 avec toute la variété de son travail qui va des affiches à un carré Hermès, je crois même. Hein. Enfin, il y a des quantités de travaux magnifiques de Philippe Appelwack sur la typographie, sur l'image, etc. Et donc, à sa droite, alors là, il y a un historien, Michel Vlassikov, qui est lui historien vraiment du graphisme. Vous aussi a été commissaire d'exposition, auteur de livres, à la fois sur mai 68, sur les archives Ringelblum, ici même, je crois. Voilà. Donc on a à la fois des philosophes et des spécialistes de l'image, disons. Et je vais passer la parole à Philippe Appelwack, mais ce que je voudrais dire en entrée, c'est que ce que je trouve formidable dans son livre, c'est que, bien évidemment, c'est un livre sur la mémoire, mais c'est d'abord un livre d'art. Je pense que tu le diras mieux que moi. Je vais te tutoyer, parce qu'on se tutoie, donc je ne vais pas faire semblant. C'est d'abord un livre d'art, et en ce sens, c'est un livre qui n'est pas un livre sur la mort, mais c'est plus un livre de vie. Et c'est ça aussi que je trouve absolument formidable dans cet ouvrage. Alors maintenant, je vais te laisser la parole, puisque je sais que tu vas nous expliquer à la fois d'où vient ce livre et comment il est né. Et voilà. Eh bien, merci. Merci Philippe. Déjà, merci Patrick Drahi d'être là. Merci d'avoir été à notre côté pour mener à bien ce livre. Nous avons bénéficié d'un certain nombre d'aides qui étaient évidemment très importantes, d'autant que ce livre, effectivement, est un livre d'art, n'est pas un livre d'histoire, et il n'était pas toujours facile d'expliquer quelle était l'ambition de ce livre. Eh bien, ce livre est un trait d'union entre la typographie, savoir ce qui me tient au plus intime, puisque c'est mon métier, de travailler avec les lettres, et la mémoire, à savoir, et je commence par ça, par vous montrer des images qui sont celles qui proviennent de la famille, puisque cette photo d'archives de Châteaumeillan, qui est une petite ville du Cher, qui est située entre Bourges et Châteauroux, est l'endroit où mes grands-parents maternels ont trouvé refuge pendant la guerre avec leurs enfants, ma maman, mon oncle. Et là, on voit cette petite fille qui tient son doigt devant sa bouche. Eh bien, c'est ma maman, entourée d'autres enfants et d'une dame qui la gardait, les Justes de Châteaumeillan, qui ont sauvé une quarantaine de familles juives pendant l'occupation. Donc, des années plus tard, en 2004, ma mère a fait poser cette plaque pour remercier justement la population de Châteaumeillan de leur geste, de leur bravoure. Et c'est vrai que ça a été un des points de départ de mon livre. Cela dit, quelques années auparavant, alors que j'habitais à New York et que j'enseignais à la Cooper Union School of Art, j'ai eu l'occasion de rencontrer, et là je vous montre l'image du village où vous voyez la plaque au milieu des deux arcades. Mais excusez-moi de revenir en arrière dans le temps. Donc, à la fin des années 1990, donc, je rencontre cet artiste que l'on voit là
bien des années avant, en 1980, Maya Lin a remporté un concours aux États-Unis alors qu'elle était architecte, étudiante en architecture à l'université de Yale, et elle remporte ce concours pour construire ce qu'on appelle The Wall, c'est-à-dire le mémorial en hommage aux vétérans du Vietnam. Et elle remporte ce concours alors qu'elle est étudiante, elle a 20 ans, elle le remporte contre des grandes agences d'architecture américaines, et c'est devenu vraiment le premier monument aux morts qui est l'objet d'une œuvre d'art conceptuelle, du land art, très émotionnelle, puisque beaucoup d'Américains viennent là se recueillir devant ce mur. Et j'ai eu la chance de la rencontrer donc à New York, de voir quelle avait été sa démarche, et notamment de constater qu'elle avait utilisé la typographie gravée sur ces murs. Et d'ailleurs, un nombre de personnes viennent faire des empreintes sur des papiers, des noms des vétérans du Vietnam. Alors je trouvais ça tout à fait magique et très beau en termes de composition, de graphique et de design. Ça m'inspirait beaucoup. À chaque fois que je revenais à Paris, je regardais les plaques parisiennes. Et puis, quelques années après, comme vous le savez, à New York, il y a eu l'attentat du 11 septembre 2001, donc j'habitais là-bas, et tout soudain, eh bien, il y a eu dans la ville ces papiers éparpillés, collés, ou de la même façon, par la typographie, par le nom des gens, composés avec des lettres, eh bien, c'était une façon d'honorer la mémoire des gens. Et ça encore, cette forme d'installation spontanée et populaire m'a beaucoup fait réfléchir à la façon dont on pouvait laisser une trace. Et puis enfin, une trace des gens disparus. Et puis enfin, d'autres livres, des travaux d'autres artistes. Bien sûr, le livre de Brassailles sur les graffitis parisiens, conçu entre 1930 et 1960, où il a répertorié un certain nombre de graffitis, et c'est vraiment le street art avant l'heure. Et ce sont des images qui s'inscrivent comme ça dans le dictionnaire mental et qui sont très, très à la base, en fait, de ce projet. De la même façon, les films d'Agnès Varda, et notamment deux d'entre eux. Le premier, c'est l'Édith Cariatide, qui est un court-métrage sur les cariatides dans Paris, la nudité de ces femmes en pierre qui portent des balcons ou soutiennent l'entrée d'une porte, comme on la voit, et le fait de les avoir filmées dans Paris, eh bien, c'était pour elle une façon de donner une autre identité à Paris, de la même façon qu'elle l'a fait plus tard dans un autre film qui s'appelle Murmure, qui est en hommage à Los Angeles, sur les murs peints de cette ville, ces murs grandioses, et d'une ville également où j'ai habité à la fin des années 80. Donc tout ça a été très fort inscrit en moi, et connaissant bien Los Angeles, j'avais aussi vu ce livre de Ed Ruscha qui a photographié vue d'avion, les emplacements des parkings, vous voyez, sur Los Angeles. Et là encore, c'était une façon de regarder ce qui passe comme inaperçu et d'un seul coup de le transformer comme une œuvre d'art pour ce qui le concerne. Et enfin, il y a aussi ce livre de Robert Venturi, qui au début des années 70 s'intéresse à l'architecture de Las Vegas et va devenir vraiment un des pionniers du postmoderne, du mouvement postmoderne aux États-Unis. Mais surtout, évidemment, ce qui le fascine, c'est tous ces signes, ces enseignes qui sont accumulés dans la ville. Et pour quelqu'un qui travaille la typographie comme moi, vous pensez bien que tout ça a du sens. Si bien qu'à chaque fois que je revenais à Paris, eh bien, j'ai commencé à photographier ces plaques parce qu'elles m'interpellaient. Parce que dans une ville, il y a des signes typographiques qui nous environnent. Les enseignes, la publicité, la signalétique. Mais ces plaques-là, celles qu'on voit d'ailleurs à l'extrême droite, de la photo, enfin en tous les cas sous la plaque de rue, quoi, eh bien on voit une petite plaque qui est située là, de la même façon qu'il y en a d'autres autour de cette porte dans le 3e arrondissement. Alors j'ai commencé à les photographier, mais vous voyez, je les photographiais dans leur contexte, si bien qu'elles étaient noyées, d'ailleurs comme elles le sont, dans la peau des murs et qu'on ne les voyait pas. Toujours est-il, c'est que j'ai fait ces recherches il y a bien longtemps. Et il a fallu attendre ces dernières années, il y a 5 ans, où j'ai décidé de mettre ça au planning de mon atelier. Et avec mon équipe, nous avons commencé à chercher les plaques, donc à enquêter pour savoir où elles étaient. Et là est née l'idée d'un livre.
de les rassembler et de constituer vraiment un objet qui soit un bel objet, un objet qui soit un livre d'art. Et donc là, vous voyez les documents de travail du début, c'est-à-dire par arrondissement, rue par rue, nous avons répertorié l'endroit où se trouvaient les plaques. Et puis, en déambulant dans les rues de Paris, on a fini par les trouver quasiment toutes. Et puis enfin, pour construire la structure du livre, qui est faite par arrondissement, nous avons déterminé un circuit en partant de la mairie d'arrondissement jusqu'à une autre extrémité de l'arrondissement. Et le livre se termine à chaque fois, chaque chapitre se termine par une façade d'une école, et j'y reviendrai pourquoi. En attendant, la prise de vue de ces plaques a été une véritable chasse au trésor. Et voilà comment ça s'est passé. C'était une partie de plaisir, en même temps d'inquiétude, parce qu'on avait peur de rater une plaque et de ne pas avoir non plus ni le temps ni les moyens de faire ce livre. Toujours est-il, je vous montre aussi quelques photos de plaques assez remarquables, comme celle-ci qui est de forme ronde. C'est la seule plaque qui est de forme ronde, parce qu'au-delà du contenu, il y a aussi la forme des plaques et évidemment l'esthétique des plaques. Et là, vous voyez un gros plan sur la typographie qui vous montre aussi qu'il y a des lettres tout à fait extraordinaires et très très soignées dans le travail. Par ailleurs, il y a eu aussi beaucoup de retouches des plaques. Vous voyez, là, une plaque qui a été prise en photo qui se trouve derrière une paroi vitrée. Eh bien, il a fallu, après, grâce à l'outil informatique, la retoucher pour la rendre lisible, puisque le but du livre, c'était d'avoir une clarté parfaite dans la lisibilité des plaques. Même chose, vous voyez la photo originale d'un côté de l'écran et de l'autre, la photo retouchée qui permet, au moment de la reproduction de la plaque, d'avoir une lisibilité parfaite. Enfin, il y a la vie des plaques. Les plaques changent. Et voilà une plaque qui a été prise en photo il y a une quinzaine d'années par moi, et puis la nouvelle qui a été replacée 15 ans plus tard avec un discours différent, avec une typographie différente, esthétique différente. Et c'est vrai que tout de suite, on remarque que l'ancienne est beaucoup plus attrayante et beaucoup plus touchante que la nouvelle, qui paraît composée dans un style un peu administratif, je dirais. Enfin, certaines plaques ont disparu, eh bien nous les avons cherchées, certaines nous les avons retrouvées, par exemple des plaques qui se trouvaient dans la poste du Louvre qui est aujourd'hui désossée, on a réussi à les retrouver, et puis d'autres, celles que nous n'avons pas retrouvées, eh bien lorsque nous avions le contenu de la plaque, nous avons pu l'inscrire à l'intérieur du livre. Des plaques ont été retrouvées même dans les sous-sols de certains établissements, dans des lycées, comme là, au lycée, je crois, Jean-Baptiste Say, ou dans une mairie, je crois, ici d'arrondissement. Et puis, celle-ci, en revanche, pour Georges Pitard, elle a été retrouvée dans les caves du lycée Jean-Baptiste Say. Personne ne sait pourquoi elle est stockée là, mais en attendant, on l'a évidemment photographiée et placée dans le livre. Enfin, sur la beauté des plaques, sur la typographie, l'ornementation, vous voyez que là, il y a un véritable travail de typographe qui est une sorte de mot-image, puisque les lettres évoquent le chemin, le fameux chemin de la libération, et qu'autour, vous avez toutes sortes de symboles, le drapeau, le V de la victoire, etc., la croix de Lorraine, qui évoquent évidemment la libération. D'autres typographies particulièrement jolies, des plaques qui ont arrêté notre regard, puisque ce livre aussi se veut être un véritable apprentissage du regard. C'est vrai qu'on ouvre l'œil sur les plaques, vous verrez qu'on ne les regarde plus de la même façon, et certaines sont tout à fait exceptionnelles, voire ornées de portraits, avec un travail sur la typographie qui m'importe, et d'ailleurs le livre commence
par des gros plans, des plaques, comme si on les observait à la loupe, et on est vraiment dans le bain des lettres, dans le bain de la typographie. Voilà comment le livre commence. Et voilà comment il se termine également. Donc, par arrondissement, les 20 arrondissements, et il se termine à chaque fois par une façade d'un établissement scolaire avec 20 architectures très différentes. Là, ici, le lycée Chaptal dans le 8e arrondissement, où vous voyez en tout petit une plaque commémorative en hommage aux enfants juifs, ces plaques qui ont été placées, scellées à l'initiative des AMEJ, des associations pour l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés. Eh bien, on a photographié ces lycées, et à partir de la photo, évidemment, pour avoir des façades parfaites, il a fallu rassembler un certain nombre d'images, et c'est un travail de retouche colossal qui a été fait, une sorte de ravalement, vous voyez, informatique, pour supprimer entre autres tout ce qui était superflu, les barrières, les panneaux, et pour donner un aperçu le plus propre possible, en tous les cas, de l'architecture et de là où cette plaque commémorative a été scellée. Et là, vous vous rendez compte effectivement du travail qu'on ne voit pas, en fait. Une fois qu'on consulte le livre, on n'a aucune idée qu'il y a tout ce travail de coulisses qui a été mis en œuvre pour rendre ce qu'on voit là, c'est-à-dire une image extrêmement soignée. Alors, voilà, on voit après la photo d'une plaque en gros plan, en tous les cas des AMEJ, et elles sont toutes listées à la fin du livre. Le livre, eh bien, s'est posé très vite la question du titre du livre. Je vous ai expliqué que ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'art. Je ne voulais surtout pas que ce soit un livre académique. Il était hors de question de parler des plaques commémoratives, de l'appeler Mémoire de Paris. Et puis soudain, j'ai eu une idée sur le titre Les Enfants de Paris. Eh bien, pourquoi les enfants de Paris ? En hommage déjà à une dimension poétique à laquelle je tenais beaucoup. Et j'ai réfléchi à ce qui pouvait faire écho à une œuvre d'art qui était conçue à l'époque, celle-ci. À une syllabe près, enfant du paradis, enfant de la patrie, également. Vous avez reconnu l'hymne national réorchestré par Django Reinhardt. Et eh bien, ce jeu de mots aussi avait un écho, sachant que ce film a été tourné pendant l'occupation allemande, dans un Paris complètement reconstitué par Alexandre Tronner dans la clandestinité. Et voilà pourquoi le livre s'appelle Enfant de Paris. 1939-1945, et puis en même temps, sans oublier évidemment tous ces gens jeunes, voire très jeunes, qui sont morts pendant notamment la période de la libération de Paris, mais pas seulement, c'est évidemment les enfants juifs dont j'ai parlé auparavant. Enfin, je voulais vous montrer aussi l'inspiration des têtes de chapitre qui reprennent l'inscription des plaques de rue, 4e arrondissement. Là, on voit également la typographie que nous avons choisie, et on y reviendra, une typographie inspirée des grotesques allemandes, d'avant-guerre, du modernisme, et reprise après-guerre par un typographe ex-Cofond dans les années 60 avec une typographie qui s'appelle l'Antique Olive. Donc, cette police de caractère qui a pour titre Le Patron est un mélange en fait des typographies germanistes et françaises. Et elle a été conçue en 2014 par un jeune typographe. Et elle a servi pour les titres du livre. Et puis, eh bien, comment dire, ce merveilleux projet qui paraissait utopique est devenu une réalité. Nous l'avons imprimé. Il a été réalisé en Italie en partant de ces énormes palettes en l'espace de 2 jours. On a réussi à imprimer ce millefeuille qui a été eh bien, fabriqué là-bas, imprimé, et puis ensuite relié, et maintenant diffusé. Notre projet à l'avenir, ce serait de faire une projection de ces images des plaques commémoratives sur les murs extérieurs du Panthéon, puisqu'il y aurait un écho extraordinaire entre l'éternité à l'intérieur et l'éphémérité, enfin en tous les cas, ces images qui seraient... qui se succèdent à la forme d'un diaporama, qui apparaissent et disparaissent. On a aussi l'idée de le faire en rive droite,
sur la façade de l'établissement où nous sommes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc je laisse la parole aux autres, mais maintenant vous avez un aperçu du livre. Je laisse la parole à mes voisins. Merci. J'aimerais poser une première question à Michel Vlassikov, en tant qu'historien de la typographie. Qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, historien de la typographie, sur le travail typographique de ce livre? Beaucoup de choses. La première chose, c'est ce répertoire assez phénoménal. Enfin, je ne sais pas comment, d'ailleurs, Philippe a pu trouver du temps, vu le nombre de commandes auxquelles il répond par ailleurs. Il doit être comme d'autres dont on parle assez régulièrement, un petit dormeur pour arriver à réussir toutes ces recherches. Donc il y a l'aspect vaste répertoire de typographies diverses, à l'évidence. Et puis il y a la mise en page très soigneuse dont il a commencé à parler. Et il y a un autre aspect qui est à l'intérieur du livre, c'est qu'il a... Ça m'a vraiment agréablement surpris. Il y a un texte très réussi, un texte signé de sa main, qui parle à la fois donc, de l'expérience familiale, de tout cet héritage, qui parle de cette recherche-là qu'il a menée, mais qui est combiné de façon plutôt subtile avec des commentaires typographiques. Au sens large, d'ailleurs, mise en page, choix typographique, choix des caractères, etc. Et qui permet de... Enfin, ça offre une pédagogie vivante à l'expression de la lettre qu'il a souhaité magnifier par tout ça, quoi. Donc ça, c'est ce premier aspect. Il y a un autre aspect aussi fondamental, à mon sens, c'est que la typographie garde effectivement une mémoire, préserve une mémoire. La certi, enfin c'est un écrin, quoi, la typographie. Quand cet écrin est réussi, ça fait partie d'une œuvre générale. Et c'est vrai que, bon, peut-être que je parle là aussi d'une manière un peu conclusive, et je voudrais ouvrir plutôt le débat, mais ça ne m'a pas... c'est resté dans mon esprit tout au long de la lecture de ce livre. Je me suis dit, voilà, une mémoire de mémoire. Parce que par les temps qui courent, il est important qu'on ait un répertoire exact, précis, détaillé, commenté, de tout ce qui a fait œuvre depuis la Seconde Guerre et la résistance et la libération, la déportation, etc. Parce que cette mémoire commence à être beaucoup trop bafouée pour qu'on ne mette pas les points sur les i, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je voulais, puisqu'on parle de typographie, je voulais dire une chose qui m'a beaucoup étonné, justement dans la partie un peu technique au début du livre, où vous expliquez des termes de typographie. Moi, ce qui m'a surpris, c'est peut-être de la paranoïa, mais c'est quand même l'étrange rapprochement qu'il y a entre les termes de la typographie et des termes qu'on pourrait employer pour des situations tragiques, police, épreuve, chasse, il y en a d'autres, hein, approche, drapeau. C'est très curieux. C'est très curieux. Chemin de fer. C'est-à-dire que c'est un vocabulaire qu'on utilise régulièrement dans la typographie, et je me suis rendu compte qu'il y avait un écho avec le sujet, et très curieusement, ça m'a aidé en tous les cas à écrire cette deuxième partie du texte. La première partie raconte l'histoire familiale. Après, donc, il y a comment le livre s'est fait autour de ce vocabulaire typographique. Après, j'ai tenu, et je tiens à le dire, à donner la parole à Daniel Cohn, qui est ici, et avec qui nous avons eu beaucoup d'échanges au moment où on faisait le livre, puisque au-delà de l'aspect vraiment graphique, esthétique, design, il y avait aussi la dimension philosophique, le contenu, et je crois qu'on avait aussi besoin d'un échange entre nous pour clarifier tout ce qui nous paraissait difficile à formuler. Donc ça a été le travail aussi de Daniel d'écrire ce texte, et vraiment le livre est un travail d'équipe, parce que pour moi les plaques c'était au fond déjà un livre qui était comme éclaté, fragmenté dans la ville. C'est comme si c'était justement cette mémoire, ce sont des éclats de mémoire qui sont dispersés dans la ville, et on passe devant sans s'en rendre compte. Elles font partie de l'inaperçu, elles sont à l'intérieur des murs. Alors elles nous questionnent dans notre quotidien, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans ces plaques, c'est que justement elles ne sont pas elles sont des traces de vie, et en aucun cas des sépultures de morts. Voilà.
Alors, justement, pour rebondir sur ce que disait Michel Vlassikov tout à l'heure, et justement, évidemment, sur cette question posée par les temps actuels d'une menace que l'on sent, pensez-vous, Daniel Cohn, qu'il faudrait forcément graver dans le marbre ce qui est grave? C'est-à-dire, est-ce que ces plaques, est-ce que c'est un monument déjà, par exemple? Non, d'abord, je voulais remercier toute l'équipe du travail qu'on a pu faire ensemble, parce que c'était assez joyeux dans un rapport à l'espèce de tristesse fondamentale, et il n'y avait pas d'endeuillement quand on a fait ce travail. Ça, je pense que c'était important, c'est-à-dire on n'était ni dans le deuil ni dans la mélancolie, mais on était dans la tristesse de ce que représentent ces vies fauchées, et l'espèce de blessure à chaque fois de constater le jeune âge d'un certain nombre de morts, l'horreur du destin quand elle était décrite, et aussi parfois l'absence d'éléments d'information sur des plaques qui étaient très silencieuses en fait sur qui étaient ces gens, qui étaient ces êtres, quelle vie ils avaient eu, et donc on était à chaque fois renvoyé à l'impossibilité de savoir quelle vie ils auraient pu avoir, et ce vide était assez lancinant. Et par rapport à ça, les conversations d'atelier ou les séances à la table de cuisine en Provence étaient des jeux de compensation et qui faisaient fonctionner tout ça. Après, sur le monument, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail des plaques, c'était... Alors, on a tous, je crois, ici, des histoires de plaques. Nous-mêmes, quoi. Donc, ce livre est un livre d'artiste, comme on dit en vocabulaire technique. Donc, c'est le livre d'un artiste qui s'appelle Philippe Appelois, et il a son histoire de plaques. Donc, il était important dans le texte que j'ai écrit que le fait qu'il soit un artiste soit placé, et que ses références artistiques et esthétiques soient là. Après, comme on a tous une histoire de plaque, j'en ai une, comme vous tous, et j'ai eu à rédiger une plaque, un texte de plaque, et c'était toute une affaire, parce que chaque mot pèse quand on écrit un texte de plaque. Parce que dans le contexte où il faut l'écrire, dans le village et sur la maison de laquelle la plaque peut être accrochée, chaque mot fait ressurgir des choses, et le fait d'avoir ces expériences de plaques fait que quand nous lisons les plaques de gens qui nous sont inconnus, on sent aussi le poids du texte. Donc, Philippe a, comme graphiste et comme très grand graphiste qu'il est, beaucoup insisté sur les caractères, la façon dont c'est présenté. Probablement que, vu ma profession à moi, j'étais aussi très sensible aux variations des textes, et donc aux variations de sens et à l'histoire de ces variations, parce que c'est pas la même chose que dire les Boches, les nazis, les Allemands, et que tout ça vient prendre sa place. De même que c'était très important au départ pour nous que ce livre ne soit pas seulement une histoire de plaques juives. Il s'est trouvé que nous étions tous juifs, donc c'était une histoire de juifs, quoi, une histoire juive, mais en même temps pas seulement une histoire juive, parce que quand on regarde la proportion dans ces plaques, beaucoup sont celles de la résistance, et dans cette résistance, de tous les feuilletages que la société française a connus sur cette résistance et qui était résistant. Donc on sent ça quand on lit les plaques, et c'est quelque chose que je crois le livre réussit beaucoup à nous transmettre, parce que jamais nous ne voyons toutes les plaques d'habitude. Nous en voyons une, nous sommes attrapés par une autre, et puis ensuite nous passons et nous continuons nos vies, et c'est bien ainsi d'ailleurs. Mais en même temps, dans le livre, brusquement, il y a les morceaux de mosaïque deviennent un ensemble, et un ensemble dans lequel on trouve une continuité. C'est d'ailleurs assez addictif. Si vous avez déjà acheté ce livre, vous verrez que d'abord on cherche son arrondissement parce qu'on croit le connaître, après on se rend compte qu'on en a raté je ne sais combien, et ensuite on commence l'escargot parisien, suivant le sens où on vit, dans l'arrondissement où on vit, et on est complètement pris, donc on continue de chercher. Alors, on connaît tous des monuments. Paris est plein de monuments. Et il est plein de monuments en mémoire d'eux.
il y a un livre qui a fait date et qui s'appelle « Le culte moderne des monuments ». C'est fait par un historien d'art autrichien tout au début du XXe siècle. L'idée, c'est que le monument est quelque chose qui commémore quelque chose de passé, ou bien un événement qui a marqué la mémoire collective, ou alors un personnage historique qui est en général un héros. Les plaques sont à l'opposé de cela, et comme nous avons choisi ce 39-45, les plaques ne sont pas les monuments de la Première Guerre mondiale, dont chaque village de France est doté, et par des initiatives publiques. Les plaques sont des non-monuments, et en ce sens-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles dessinent une autre spatialité de la mémoire, une autre spatialisation de la mémoire. On ne peut pas... devant un monument, on y va, on commémore le 11 novembre. On a tous des souvenirs, vu l'âge d'un certain nombre des participants ici. On sait ce que c'était. On était même emmenés par l'école pour le 11 novembre, pour la célébration du 11 novembre, devant le monument. Les plaques ne sont pas faites pour qu'on s'installe devant et qu'on commémore quelque chose. Elles sont adressées à un passant. Certaines d'ailleurs utilisent cette formule, passant, et l'invoquent en lui demandant de s'arrêter, d'autres non. Mais ce passage fait partie du rapport que nous avons aux plaques, c'est-à-dire que les plaques sont... Alors, est-ce qu'elles sont des traces ? Telles quelles, elles ne sont pas des traces, mais elles sont pour nous des traces dans nos mémoires, et on espère qu'elles deviennent des traces, qu'elles soient porteuses de traces, et que ces traces résonnent, et qu'elles constituent pour nous des souvenirs de choses que nous n'avons pas vécues, pour la plupart des jeunes générations, parce que Philippe insistait beaucoup sur le fait que c'était un livre pour ceux qui n'étaient plus reliés par les vivants qui avaient vécu cette période à cette mémoire-là. Mais il faut que ça fasse écho, que ça résonne. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une musicalité de la plaque, qui est une musicalité aléatoire, parce qu'on rencontre une plaque où elle vient à notre rencontre, et ensuite un silence se fait. Et probablement que c'est là-dessus que ce livre va nous aider. Je voudrais dire une chose, c'est que moi, ce qui m'a intéressé aussi, et peut-être intrigué, c'est que tu t'es intéressé à un objet qui est un objet éclaté. Or, il y a quand même dans l'histoire, disons, de l'architecture ou de l'art juif, une part très importante de la déconstruction, disons. Je prends un exemple, le monument commémoratif de la disparition des Juifs de Berlin de Peter Eisenman est construit comme ça, par un ensemble de stèles, toutes séparées les unes des autres. Il y a dans l'intérêt pour un objet éclaté quelque chose de diasporique aussi. Est-ce que tu as eu le sentiment, est-ce que cette idée t'a effleuré, le fait de t'intéresser à quelque chose qui justement était comme ça épars, éclaté? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que j'aime bien qu'il n'y ait pas de lieu de recueillement comme un monument aux morts. J'aime bien justement cette dispersion, le fait que justement toute cette mémoire s'effrite à l'intérieur même des rues et imprégné même dans la ville. C'est un hommage à Paris, ces plaques, la façon dont l'histoire est présente dans Paris. Et par ailleurs, toutes ces relations justement avec peut-être, comme tu dis, je sais pas, une façon de voir le judaïsme, c'est comme ça, à travers ce travail, ou même par exemple d'utiliser les lettres dans le travail, dans mon travail, dans la façon dont je conçois le graphisme. Souvent on me le dit maintenant, on me dit mais oui, c'est en rapport avec ton identité juive ou ton judaïsme ou ton éducation, et objectivement non. C'est-à-dire que, ou alors peut-être inconsciemment, mais il se trouve que je suis devenu graphiste tout à fait par hasard. C'est même un accident de parcours. J'avais jamais imaginé que je ferais ce métier. Voilà, je n'en connaissais même pas l'existence quand j'ai fait les cours à l'école d'art. Et il se trouve que j'ai suivi des cours de calligraphie. De la calligraphie m'a emmené à la lettre. Et au début, j'ai toujours trouvé ça très rebutant. Et puis, il a fallu, après, au fur et à mesure des rencontres et
eh bien, je me suis aperçu que je pouvais créer avec des lettres. Mais à aucun moment, ça n'a eu un écho dans mon enfance ou à un moment d'une éducation religieuse, quelle qu'elle soit, qui soit liée au judaïsme, je tiens à le dire. De la même façon, je crois, les plaques, ce qui m'intéressait, c'est qu'elles rassemblaient une communauté de destin et d'individus et qu'elles n'étaient pas simplement liées à l'histoire juive. C'est vraiment un hommage à Paris, à ce qui s'est passé à Paris. Et je garde en mémoire les reportages que nous avons faits dans différents lieux, que ce soit les commissariats de police, les hôpitaux, les écoles, les endroits où justement il y a eu des gens qui ont vraiment payé de leur vie, et également l'engagement des intellectuels dont les plaques font référence. Ça m'intéressait tout autant que l'histoire de la population juive à Paris pendant cette période. Maintenant, il est vrai, comme je l'ai expliqué, que la pose de la plaque à Châteaumeillan par ma mère a été évidemment déterminante, parce que là, elle faisait appel à l'histoire de ma propre famille. Mais donc, c'est une rencontre, comme je le dis, entre mon intérêt pour le texte, la typographie, et la beauté de ces plaques, ce qu'elle raconte, l'histoire de Paris, cette ville que j'aime, où j'habite, où j'ai grandi, et en même temps, effectivement, l'histoire juive, qui est celle de ma famille, et qui s'étend, bien sûr, à d'autres. Il y a un détail intéressant dans l'introduction du livre, c'est que justement, l'expert que tu es devenu t'amène à regarder cette plaque posée par ta mère avec un regard de professionnel. Et à un moment, tu as l'air de dire que j'aurais peut-être dû m'en occuper un peu plus parce que je l'aurais fait autrement. Alors, qu'est-ce que tu reproches ou qu'est-ce que tu aurais modifié dans cette plaque? Je l'aurais conçu comme un véritable objet de design, une mise en page d'un texte. Le texte, quand on est graphiste, on travaille pour qu'il soit reproduit le plus souvent sur du papier, mais sur des écrans. Donc c'est assez rare d'intervenir sur la pierre ou en tous les cas sur du métal, sauf dans des cas de signalétique urbaine, etc. Donc il est certain que j'aurais pris ce projet comme n'importe quel autre et que j'aurais certainement choisi une autre police de caractère. Peut-être que j'aurais réfléchi à la couleur de la pierre, à la couleur des lettres, à la forme. Il y a toutes sortes d'aspects sur lesquels on peut travailler autour de ces plaques. Ce sont des objets de design. Le problème, c'est que la plupart du temps, évidemment, elles sont négligées, surtout aujourd'hui, dans leur aspect. On a oublié le travail merveilleux des artisans qui étaient les marbriers, qui ont fait de merveilleuses plaques que l'on regarde. Les anciennes nous émerveillent. Alors c'est vrai que celle-ci, j'ai accompagné le processus de réalisation de cette plaque, mais pour le contenu, pour ce que ça racontait, parce que ça me parlait par rapport à ma propre histoire. Mais c'est vrai que je n'ai pas payé de l'attention particulière à son design. Michel Vlassikov, vous diriez que ces plaques, elles relèvent de ce qu'on pourrait appeler un art populaire ou un art vernaculaire? C'est délicat. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la période de la collaboration, sur la manière dont les nazis, Vichy et la résistance diffusaient leurs messages. Et c'est vrai que Paris était une ville exceptionnelle à cet égard. Il y avait une propagande et aussi des formes de résistance très, très, très prononcées. Et là, avant de rentrer dans la salle, je suis repassé par l'exposition, j'ai revu l'affiche rouge. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un lien. Parce que, à ma connaissance, dans les autres villes d'Europe, il y avait de la propagande, etc. Mais il y avait beaucoup moins, on pourrait presque dire, un dialogue, un combat des signes, comme il y a pu y avoir dans cette ville. Rappelez-vous que les nazis mettaient des V partout, sur la Tour Eiffel, sur la Chambre des députés, pour contrer la propagande, l'information de la résistance qui donc reprenait le terme en morse, victoire, etc. etc. Et donc ce combat des signes, il a été particulièrement fort ici, et peut-être que c'est aussi une des causes de l'émergence de ces plaques assez spontanées, semble-t-il, au lendemain de la libération. Les combats de la libération ont aussi été intenses à Paris. C'est une semaine de bataille. On a catégorisé ça comme une relative guerre d'opérette, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu 1500 combattants et civils qui ont été tués. Et je relisais là que le jour de la trêve, le 20 août, il y a eu 120 morts civils et combattants français.
face aux Allemands. Donc, dans un creux de la guerre ouverte pendant une semaine. Et donc, il y a eu une émergence aussi de la parole et de la visibilité de la résistance par ces plaques. Et ça, c'était très important. Et je ne sais pas si, dans d'autres villes, ça a pu prendre ces caractéristiques. Il ne faut pas oublier aussi à quel point la libération de Paris a été regardée par le monde entier comme quelque chose de phénoménal. Parce que Paris brûle-t-il, Hitler avait donné l'ordre que Paris soit rasé comme Varsovie l'avait été, comme le ghetto l'avait été, puis ensuite la ville complètement l'avait été peu de semaines auparavant. Et donc la ville, son destin, c'était plus une seule pierre. Or, justement, quelque chose a permis que ça ne soit pas le cas. Donc tout ça, tout ce contexte a fait je pense qu'ils ont vraiment... Enfin, des familles, des compagnons, des résistants. Tout le monde a souhaité qu'une forme d'expression de cette nature paraisse et qu'elle soit la plus réussie possible. Donc, appel à des graveurs lapidaires qui, en France, sont d'excellente qualité. Et ils avaient aussi l'expérience des monuments morts, pour le coup, depuis une bonne vingtaine d'années. Et ils ont réussi de formidables transpositions typographiques, de lettrage, des fois de pure création, comme l'a souligné aussi Philippe. C'est pas des lettres répertoriées dans le champ de la typographie existante. C'est des recherches typographiques. C'est ça que je trouve merveilleux, c'est la diversité, la fantaisie de ces plaques. Elles ne sont pas standards, elles sont toutes différentes et elles ont été conçues en fonction de l'endroit où on pouvait les mettre, sous un linteau, dans l'embrasure d'une porte, à côté d'une fenêtre. Et ça, je trouve très très beau justement cette richesse de formes, de couleurs, et que ce soit pas normé. Et c'est ça qui fait aussi la richesse du livre, une fois qu'on le regarde, c'est-à-dire que tout est différent à chaque fois. Et parfois, le discours revient de façon lancinante, mais la forme est à chaque fois différente. Et en même temps, le livre a été conçu de telle sorte qu'on puisse lire la plaque sans avoir besoin d'une légende. Il y a juste l'adresse où elle est située. Il n'y a rien d'autre comme information, mais le cadrage fait qu'on a un certain nombre d'indices du contexte architectural où la plaque a été posée. Et c'est tout à fait intéressant de voir que l'architecture change en fonction des arrondissements de Paris. Lorsqu'on est dans les beaux quartiers, c'est des pierres de taille, c'est des façades très bien entretenues, et puis lorsqu'on se glisse petit à petit vers les arrondissements périphériques, eh bien on trouve de la brique, on trouve du ciment, des immeubles un peu délabrés, etc. Et ça, c'est aussi très beau, la patine du temps sur ces plaques. Voilà. Oui, mais c'est sûr, c'est ce que tu disais au début, mais c'est évident que ce livre, il est lourd pour être un guide. C'est pas facile, mais ça, c'est un peu le point faible. Mais c'est vrai que c'est un livre qui donne envie, c'est pour ça que c'est vraiment un livre parisien, c'est vraiment un livre qui donne envie d'aller redécouvrir Paris. En ce sens, c'est vrai qu'il a quelque chose aussi, tu parlais du cinéma de Agnès Varda, mais de Truffaut, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le livre, qui est absolument formidable. Mais je voudrais savoir, vous, Daniel, en tant que philosophe de l'esthétique, vous retenez quoi, vous, quand vous êtes devant ce matériel, ce matériau que sont les plaques? C'est quoi? C'est d'abord leur éclatement, c'est les textes, ça peut être vu comme une espèce de galerie de peinture, enfin, en tout cas comme une espèce de galerie. Ça, c'est ce que fait le livre de Philippe, c'est-à-dire de nous le présenter comme un ensemble. Donc la mosaïque a des petites pièces, mais là on peut voir un ensemble. Après, ce que je pense qui est très intéressant, alors c'est pas ma spécialité, c'est ma manière de circuler dans les rues comme beaucoup de gens, c'est-à-dire les plaques, il faut apprendre à les voir. Donc, c'est une réflexion qu'on peut se faire sur ce qu'il en est d'apprendre à voir. Nous passons devant beaucoup de choses et nous ne voyons rien. C'est-à-dire, et plus le temps passe, probablement, plus dans les inflations d'images auxquelles nous sommes soumis, nous voyons tout le temps tout, c'est-à-dire trop, et finalement rien.
Alors le livre de Philippe est un livre qui nous apprend à voir quelque chose et à comprendre qu'on ne voit pas d'un coup comme ça. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à voir, et voir c'est lire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important dans un temps où les images n'associent pas le visible et le lisible. Ces images-là, ces plaques-là, ce ne sont pas des images justement, et il faut pour les voir, les lire d'abord et ensuite les voir. Et cet ordre du monde est un ordre important. Et si je puis me permettre, je reviendrai sur ce que tu as dit, Philippe, sur oui, mais le problème n'est pas juif ou pas juif. Non, les lettres ne sont peut-être pas une affaire juive, mais ce qui est une affaire juive, ce sont les noms. Et là, il y a une dimension extrêmement importante, je crois, dans ce livre, c'est-à-dire que nous sommes ici dans le seul monument juif de Paris. Hein. Nous sommes tous au Mémorial. Nous avons certainement tous des pratiques de ce bâtiment et de ce lieu, de cette crypte, du mur des noms et du mur des justes. Ce qui compte dans la mémoire juive, me semble-t-il, c'est ce rapport au nom et l'idée que le nom est ce qui nous permet de sauver la mémoire et de maintenir le lien avec les vivants. C'est ce qui est écrit sur chacune des tombes juives depuis si longtemps, c'est-à-dire qu'il faut que par la mémoire le nom de celui qui est gravé sur la stèle soit tenu dans le cercle des vivants. Ce livre est aussi quelque chose qui nous tient dans le cercle des vivants, et la question de ce que c'est qu'un monument juif est une question qui est lancinante depuis la Shoah. Probablement que le plus grand monument juif qui ait été construit, c'est le film de Claude Lanzmann, Shoah. Donc c'est un monument, c'est un monument juif. Et pour le reste, nous avons tous un problème avec ce que c'est qu'un monument juif. Philippe Trétirac faisait allusion au monument pour les juifs assassinés d'Europe. À Berlin, le débat sur ce que c'est qu'un Denkmal ou un Mahnmal a été indéfini, à mobiliser toute la société allemande dans ses aspects les plus politiques et les plus civils. Ce que Eisenman associait à Richard Serra au départ, et Richard Serra a fichu son billet à l'establishment allemand parce qu'il en a eu assez que Helmut Kohl discute de 2 cm en plus ou 2 cm en moins sur chacune des stèles, c'est que c'est aussi une mosaïque, mais c'est une mosaïque dans un lieu unique. Donc il faut aller là-bas et en ressortir. Les plaques parisiennes dans le livre, ça se voit très très bien, sont quelque chose où chacun est totalement libre de son parcours. Dans la pratique juive, on ne va pas souvent au cimetière, hein. On y va une fois avant la nouvelle année, c'est-à-dire avant Kippour, et on y va une fois pour l'anniversaire de la mort, c'est tout. Donc on n'a pas un rapport maniaque, obsessionnel, romantique au cimetière, mais en revanche, on a un rapport au nom et on tient à ce que le nom reste en mémoire. Et ce livre, les plaques, c'est un lieu pour les noms. Et le fait que ça soit un lieu pour les noms est encore une affaire où la question de ce que dans la tradition ashkénaze on appelle un mémorbourg, c'est-à-dire un livre de mémoire, fasse que les vivants tiennent aux morts et que les morts soient tenus et portés par les vivants. Les plaques, c'est cette histoire-là. Bien sûr, c'est une histoire éclatée. Et bien sûr, c'est une histoire diasporique, parce qu'il y a quelques endroits où il y a des cimetières juifs, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de cimetière juif. Mais le nom suffit. C'est le travail qu'a fait Serge Klarsfeld avec le mur des noms et avec le mur des justes. C'est ce que Yad Vashem avait fait. Donc je pense que c'est là où c'est très important. Et bien sûr, le nom est composé de lettres, mais aucun de nous n'est féru de Kabbale, donc on ne sait pas exactement ce que ça voudrait dire et faire, peu importe. Mais ce qui compte, c'est ça, quoi. Et ça résout, en fait, de fait, la question de qu'est-ce qu'un monument juif, parce qu'on n'y est pas arrivé. Personne n'y est vraiment arrivé à résoudre cette question. On ne sait pas ce que ça peut être. Oui, pour revenir à la question de la résistance, je trouve très bien que Philippe ait associé justement les noms juifs et tous les éléments concernant la résistance, aussi bien les combats de la libération
que des plaques en mémoire de tel ou tel réseau, de telle ou telle personne déportée, arrêtée ou fusillée même sur le trottoir. C'est très important. Et puis, il y a une part aussi de retenue juive, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'effectivement, il y a des non-juifs qui sont parmi les combattants de la résistance, parmi évidemment les victimes des déportations et de la répression des réseaux, mais en aucun cas il n'est signalé que ce sont des juifs. Cette retenue juive est discutable. En tout cas, elle est effectivement très différente de, par exemple, j'ai noté que les Espagnols, les associations espagnoles revendiquaient par un grand nombre de plaques que je ne connaissais pas d'ailleurs toutes, que les premiers blindés qui étaient rentrés dans Paris, qui avaient atteint la préfecture de police, c'était des blindés des républicains espagnols. Donc il n'y a pas eu une revendication juive de cette nature. En revanche, il y a eu l'immense travail de mémoire qui a été effectué, qui a pu être relayé, décliné sur ces plaques beaucoup plus tardives que celle de l'immédiat libération. Mais je trouve très bien d'associer l'ensemble. Parce que, excusez-moi de revenir sur quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'un type comme Alain Soral, à l'heure actuelle, fait feu de tout bois contre la résistance. Il y puise des signes à sa façon, mais Égalité-Réconciliation, qui est quand même un des sites les plus visités en France de nos jours, si ce n'est le plus visité, c'est un amalgame des résistants, des anticapitalistes et révolutionnaires notoires du XXe siècle, et un brassage de signes de résistance. Et il veut, lui, la mort de ce lien qui s'était constitué, même d'une façon incomplète, à la libération depuis lors. À mon avis, c'est un élément pour cela que le livre de Philippe est d'une grande importance. C'est ce dont vous m'aviez parlé, c'était effectivement la question du vandalisme hypothétique et la question qu'on se posait de savoir si le mur des noms qui est ici s'était trouvé dans un espace à l'extérieur, qu'est-ce qu'il en adviendrait. Mais justement, je pense que vous avez raison de rappeler ces livres de noms, parce que en fait, ce qui caractérise probablement le judaïsme aussi, c'est non seulement d'avoir des livres de noms, mais c'est surtout de les dire à haute voix, de lire les noms à date fixe. Et ça, c'est important parce que on a vu récemment quand même que se sont créés d'autres plaques avec des noms. La mairie de Paris a installé sur le mur du Père-Lachaise une plaque de 280 mètres de long où il y a les 95 000 Parisiens tués pendant la guerre de 14. Et je sais que pour connaître bien Philippe Prost, qui a fait à Notre-Dame de Lorette l'anneau de la mémoire, sur lequel il y a les 580 000 noms des gens tués sur 90 kilomètres du front de la guerre de 14, c'est-à-dire plus de 7 morts par mètre, c'est absolument dingue. Il me racontait que, comme on retrouve encore 15 à 20 corps par an qui remontent à la surface, avec les plaques, il avait été obligé sur cet anneau de la mémoire de conserver de l'espace pour pouvoir mettre des noms en plus. Le problème, c'est que, comme il y avait plus de 120 nationalités qui ont combattu, entre un Vietnamien qui a un nom de 4 lettres et un Malgache qui a un nom de 27 lettres, c'était un problème terrible. Et je dis ça parce que le pourquoi, c'est le comment, comme on dit. Et la fabrication de la plaque, c'est aussi très important dans la plaque. C'est-à-dire, il y a évidemment ce qu'on veut dire, mais aussi il y a comment on le dit. Parce que j'imagine que c'est apparent dans le livre. Il y a toute cette question, savoir quel espace on laisse, comment on tasse les lettres, comment on essaye de mettre le plus de texte possible ou pas. Et c'est très intéressant d'analyser comment chacun a tenté, avec l'espace qu'il avait, d'en dire le plus ou le moins, quoi. Oui, moi, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est le côté fait maison, quoi. Et en fonction de l'encombrement typographique, eh bien, on remplit la plaque, ou alors on essaye de faire des compositions qui soient des fois maladroites, mais en même temps, ces maladresses de la composition typographique, évidemment, arrêtent l'œil. Et d'ailleurs, je trouve, c'est vrai que ce livre est un apprentissage du regard, permet d'ouvrir l'œil, mais c'est aussi une source d'inspiration extraordinaire pour les designers, pour les architectes également, parce que je continue vraiment à croire et à penser vraiment que ce livre est avant tout vraiment un travail autour de la typographie et de la lettre, et qu'il est évidemment associé à la mémoire, ça c'est incontestable parce que c'est le but, mais il y a eu un vrai regard, quoi, qui est posé sur la façon dont on pouvait écrire, et bien tous ces
petits messages, parce que c'est jamais très volumineux en termes de texte, sur des supports qui sont, encore une fois, tout à fait différents les uns des autres en fonction de l'endroit où ils ont été placés. Et ce qui est fabuleux aussi, c'est la visibilité des plaques. Certaines sont vraiment au ras du sol, d'autres très, très en hauteur. Donc, c'est vrai que lorsqu'on se promène dans Paris, si on veut vraiment regarder ces plaques, au moment où on les aperçoit, c'est en levant les yeux ou c'est en se baissant, en ramassant quelque chose, on découvre que tiens, il y a des plaques là, il s'est passé quelque chose là, ici. Et ça, c'est tout à fait fabuleux. Et il y a des plaques avec des textes très différents. Il y a des plaques extrêmement emblématiques qui racontent des lieux de mémoire. Je pense peut-être à la plaque la plus célèbre, à savoir celle du Veldiv. Là, il n'y a pas de nom, c'est un lieu. Celle qui est sur la façade de la gare d'Orsay, celle qui est sur la façade de la rue Lauriston, où où la police s'occupait de la torture. La plaque qui est sur la façade de l'hôtel Lutetia. Donc, il y a des plaques aussi qui indiquent des endroits qui deviennent comme ça des lieux emblématiques de la mémoire, de l'histoire, de ce qui s'est passé à Paris. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une plaque manquante et que tu en aies raté? Oui. Oui. Je le sais, depuis que le livre est sorti, j'en ai repéré 2. C'est un second livre à Mais faire. Non, la banlieue. Parce que justement, le livre, dans le texte, se termine de la sorte, à savoir que c'est un projet qui ne peut pas être achevé. Et j'aime bien qu'il reste ouvert sur la vie de ces plaques qui sont complétées ou certaines disparaissent. Je vous ai parlé de la disparition de certains nombres de plaques. D'autres vont être remplacées ou d'autres vont être posées. Et puis, certaines sont retrouvées. Donc, je crois qu'on a été au plus près d'être exhaustif, mais certainement des plaques manquent, oui. Je ne sais plus si c'est Michel Vlasikov ou toi-même qui avait dit cette phrase, que si on avait dû mettre les plaques pour les collabos, il y en aurait autant et sinon plus. Je voudrais savoir combien il y a de plaques dans le livre, et par ailleurs, combien il y a de plaques dans Paris, non pas justement pas de cette période, 39-45, mais... Oh bah, écoute Philippe, déjà ça a été très long de répertorier celle-ci. Alors je ne vais pas m'amuser à répertorier les autres. Hein. Bon. Elles sont répertoriées quelque part, non? Non, pas du tout. Non, déjà celle-ci n'était répertoriée nulle part, donc il a fallu faire ce travail d'enquête qui était très long, très minutieux et en même temps exaltant, comme je l'ai dit. Cela étant dit, il y a des plaques qui manquent dans le livre volontairement. Ce sont des plaques dites listing, où il y a des listes de noms, et vous en trouvez souvent dans des écoles, dans des établissements publics. Et c'est vrai qu'à d'avoir juste des noms, là, par exemple, sur l'écran, on en voit une, mais qui est très courte. En revanche, il y a des plaques vraiment monumentales, où il y a simplement les dates 39-45 à nos morts, et puis des listes de noms. Eh bien, celles-ci, volontairement, on ne les a pas mises. Il y en a également dans les gares, comme ça, parce que déjà ça n'était pas vraiment le propos du livre, ce sont plus des plaques intimistes, individuelles, et en même temps, je peux vous expliquer techniquement, ça aurait été difficile de pouvoir les lire, puisque la reproduction de ces noms aurait été vraiment minuscule, en fonction du format du livre. Juste une question, est-ce que la mairie de Paris a donné une aide au livre? Non. Non. Oui, est-ce qu'elle a été demandée? Oui, plusieurs fois. Je peux. Bon, voilà. Donc la question était correcte. Elle a été demandée plusieurs fois, à de nombreuses reprises, même au plus haut niveau. La mairie s'est engagée, mais n'a pas tenu ses engagements. Par ailleurs, nous n'avons pas été aidés. C'est vrai que c'était assez surprenant de remarquer que des plaques étaient posées au moment où nous faisions le livre. Alors, il y avait une sorte de théâtralité politique au moment de la pose de ces plaques. Et elle était reproduite sur les réseaux sociaux. Ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs pour savoir. C'est la seule aide que nous avons eue pour les repérer, puisqu'il suffisait d'aller consulter les réseaux sociaux pour voir où était telle et telle plaque. En revanche, nous n'avons jamais été ni informés ni invités à la pose de ces plaques, alors que la mairie, dans tous ses services concernés, savait que ce livre était en train d'être fait. Ils ont eu plusieurs maquettes. J'ai rencontré
la mère, et elle était absolument au courant, elle sait, voilà. Mais nous n'avons pas eu l'aide. Elle avait été promise, les engagements n'ont pas été tenus, c'est dommage. Mais les rendez-vous, vous savez, manquer des fois, peut-être donnent naissance à des surprises. Et je suis prêt à me laisser surprendre, puisque nous avons ces projets également au Panthéon et ailleurs. Enfin, c'est jamais fini. Absolument. Est-ce que la salle veut prendre la parole? Oui, ben voilà, madame. Oui, ce qui ressort en filigrane de tout ce que vous avez dit les uns et les autres, et qui manque, à mon sens, comme information, mais bon, ça peut s'expliquer, parce que comme vous l'avez dit, c'est un livre d'art, c'est pas un livre d'histoire, mais il se trouve que moi, je suis historienne de l'art. Alors, c'est qui sont les commanditaires de ces plaques? À quelle occasion elles ont été faites? Par qui? Et à quelle époque? Parce que je pense qu'il y a une grande variabilité, une grande variation là-dedans. Oui, ce sont le peu que l'on sait, je précise, je ne suis pas historien, mais certaines plaques sont signées. Donc on a l'origine de la plaque, on le sait, on le devine aussi pour certaines plaques qui sont anciennes, puis d'autres récentes. Mais en même temps, voyez, moi, ce qui me plaît dans ce livre, et peut-être c'est le fait que je ne sois pas historien, j'aime bien quand il y a du mystère, qu'on ne donne pas les clés à tout. Et finalement, chacun se raconte sa propre histoire, chacun se fait sa propre mémoire. Et peut-être c'est là où vraiment le livre prend sa dimension artistique, peut-être, ou en tous les cas émotionnelle. C'est que justement, on ne délivre pas toutes les informations. Déjà parce qu'on ne les a pas forcément. Et puis aller les chercher, ça aurait rendu ce livre certainement très lourd au point de vue académique. Vous voyez, du sens. Bonsoir. Je suis membre fondateur pour la pose des plaques dans les écoles à la mémoire des enfants disparus. Nous sommes plusieurs là. Et je voulais dire que ces enfants qui ont disparu en fumée, rien ne restait. Ils avaient ri, pleuré. Ils avaient étudié dans ces écoles. Et pour nous, il était vraiment important de les faire revivre dans leur école. Alors, voilà, nous, c'est seulement les écoles. On s'est servi du livre de Serge Klarsfeld, le mémorial, sans lequel nous n'aurions jamais pu retrouver les noms des enfants. Et je trouve que il y a eu... Alors, oui, il y a eu des plaques qui ont été déboulonnées, mais très peu. Hein, mais il y en a qui ont été enlevées. Elles sont remplacées. On a eu l'aide de la mairie de Paris. Hein, et je trouve que votre travail complète vraiment notre travail. Parce qu'un livre d'art, ça peut donner suite au travail que nous avons fait. Nous allons dans les écoles, en ce qui me concerne, depuis 22 ans, pour expliquer à tous les jeunes qui arrivent dans ces écoles, collèges et lycées ce qui fut. Donc, ça complète ce travail. Merci. Eh bien, merci à vous. Je dois dire que nous avons eu des échanges, effectivement, au moment de la construction de ce livre, puisqu'il y a de très nombreuses plaques qui sont sur les façades des établissements scolaires, qu'elles sont toutes quasiment pareilles. Donc, on s'est posé la question comment on va les reproduire. Et puis, il y avait aussi une question du nombre de pages, etc., et de ne pas non plus alourdir le livre avec des plaques qui sont toutes identiques. C'est la raison pour laquelle chaque chapitre se termine par la façade d'une école. C'est le moment où on ouvre le champ de vision dans le livre. Hein, c'est sur une façade d'école. Par ailleurs, le livre se termine en hommage aux Amedj, puisqu'on a montré également toutes les stèles qui sont en hommage aux tout petits, aux enfants donc qui n'étaient pas scolarisés. Il faut savoir qu'il y a une stèle ou un panneau qui se trouve dans chaque arrondissement, dans un square de chaque arrondissement, avec le nom de tous ces enfants, et ils sont tous dans le livre. Le livre se termine d'ailleurs par une photo d'un jardin. C'est la seule photo où on voit un panorama urbain de la nature. Nous avons évidemment pris la photo au moment du printemps où le jardin et les arbres sont verts et c'est vraiment la vie qui reprend. C'est un hommage à la vie. Moi, je voudrais également vous remercier de faire tout ce travail de bénévoles. Ça avait beaucoup de sens pour nous puisque on savait qu'il y avait des gens dont c'est le métier
de travailler sur la mémoire et d'avoir des postes dans des institutions officielles. Ce n'est pas forcément ceux-là qui nous ont aidés. Vous nous avez tendu la main et c'était un échange très émotionnel et en même temps très important. Nous avons tenu à ce que absolument toutes les écoles soient répertoriées dans le livre pour qu'on sache qu'effectivement que sur ces écoles, il y a une plaque en hommage aux enfants juifs. Plus de 6000, je crois. Oui, moi je voudrais dire en ce qui concerne l'aide de la ville de Paris pour la fabrication de votre livre, il est sûr que c'est regrettable. Maintenant, il faut dire quand même que toutes les plaques, et pas seulement les plaques extérieures des écoles, mais toutes les plaques nominales à l'intérieur des préaux, à l'intérieur des écoles, des lycées, des collèges de Paris, les stèles qui sont, comme vous l'avez dit, dans un des jardins d'arrondissement, et au Père-Lachaise, le grand monument à la mémoire des 11 450 enfants déportés, ont été financés par la ville de Paris. Alors c'est formidable. Moi je suis d'accord et je remercie effectivement de ce geste. Le geste qui manque, c'est de faire appel à des créateurs pour concevoir ces plaques et ces monuments. Et c'est la partie manquante. Parce que si sensibles, si belles soient-elles dans leur contenu, je peux vous dire que dans la forme, on n'est pas au rendez-vous. Et là, il y a un véritable travail à réaliser. Il faut savoir qu'une plaque, c'est un objet de design, ça se conçoit. Je vous ai parlé de la mise en page sur le papier, mais sur la pierre, c'est pareil, ou sur un support métallique ou autre, ou en verre, puisque certaines sont en verre. Eh bien, on a oublié que c'est un métier et on ne s'improvise pas graphiste, surtout aujourd'hui où il y a tellement de talents à Paris, en France en tous les cas. Il faut savoir que l'école du graphisme français est très productif. Il y a de très nombreux jeunes qui étudient le graphisme. C'est souvent les sections dans les écoles d'art qui sont le plus fournies en étudiants. Donc la typographie, ça intéresse, la mise en page. Et là, voilà, des sources de travaux potentiels. Et un jour, espérons-le, que les deux se rencontrent. Je vous dis, la typographie, la mémoire. J'ajoute pour les enfants, n'oubliez pas que le livre s'appelle Enfants de Paris. Et donc, encore une fois, c'est un écho, même si je l'ai expliqué qu'il y avait des résonances sur d'autres, enfin, en tous les cas, sur le film de Marcel Carné et sur les paroles de l'hymne national. En tous les cas, le mot enfant, pour moi, évidemment, avait une portée très, très forte. Oui, je voulais revenir sur l'aspect graphique et facture d'une plaque. Est-ce qu'on peut, comme ça c'est en art, même si quand la date n'est pas indiquée, même si c'est pas vraiment le sujet du livre, dire tiens c'est telle époque où c'est tel artiste ou tel graveur ou parce que souvent effectivement c'est le contenu et elles ne sont pas signées ou donc est-ce que l'architecture, voilà, ça rejoint la question de madame. Donc, ça sera pour une réédition augmentée. Non, je ne parle pas du livre, non, mais est-ce qu'on peut dire, tiens... C'est très difficile de le faire à l'œil, si l'on peut dire, parce que on sait qu'il y a des critères typographiques précis qui peuvent nous permettre de dater, et historiques, enfin énormément d'éléments qui peuvent permettre de dater, mais je ne pense pas que c'était son objectif. Et puis pour tempérer un peu aussi l'aspect, comment dire, l'amélioration des plaques, je pense que le pas que vous avez fait, et il est fondamental, il est essentiel. Après, on verra, mais là, c'est extraordinaire. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres exemples. Si, il y a aussi la mémoire qui est beaucoup développée, par exemple, à Berlin. Et les pavés, par exemple, ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Émotionnellement, c'est très fort. Mais ces plaques-là, elles ont une valeur émotionnelle tout à fait fondamentale. Oui, c'est très important, les Stolpenstein. Est-ce que vous avez pensé à Edmond Michelet, juste parmi les nations russes Dominique? C'est-à-dire, c'est savoir sur une plaque. Il a une plaque? Oui, bien sûr, elle est dans le livre. Oui, absolument. Moi, je voudrais contredire un peu. C'est normal, c'est la soirée du judaïsme. Hein. On ne peut pas être d'accord. On est obligé de répondre à une question par une question. Moi, je ne suis pas d'accord avec le mot éclatement. Moi, je préférerais la dispersion. Et je ne suis pas d'accord non plus que ce ne soit pas un monument. Moi, je trouve qu'au contraire,
je connais Philippe et je connais son travail, mais je trouve que, paradoxalement, que j'aime beaucoup, mais paradoxalement, moi je trouve que c'est un monument, son livre. C'est un monument juif. C'est-à-dire que c'est le seul monument avec lequel qu'on peut prendre sous le bras et se tirer avec. Et en ce sens-là, je trouve que c'est très juif. Évidemment, c'est peut-être inconscient, etc. Mais je trouve que ça n'a rien d'une mosaïque en ce sens-là. C'est-à-dire qu'au contraire, et du reste, c'est un recueil, un livre. Et là, toi, ce que c'est, et un recueil, et moi je trouve que c'est vraiment très proche d'un monument. Et j'avais aussi une question à l'architecte. Est-ce que, peut-être vous pourriez me truc, parce que c'est vrai qu'en parlant comme ça, etc., je réfléchissais, je me disais, tiens, ce sont de beaux tableaux en plus du reste. Et donc la question est de savoir si, parce qu'en fait elles sont posées pour ne pas être vues, puisqu'elles ne sont pas mises au niveau du regard. Est-ce que ce fait bah non, un tableau c'est vraiment, il y a des règles. Hein. Un tableau c'est là, hein. Bon, ça c'est. Non mais c'est important parce que je veux dire, même dans les magasins, ce qu'on veut qu'on achète en premier, on le met au niveau du regard. Hein. Donc je voulais savoir si c'était l'inconscient collectif ou pour des raisons de destruction, enfin de conservation pour pas qu'elles soient vandalisées, etc. Qu'elles étaient mises en haut, etc. Ou est-ce que c'était parce que finalement on veut qu'on les voit sans qu'on les voit trop? Enfin voilà, est-ce que quelqu'un s'est posé cette question? Je sais pas, ça, moi je sais pas y répondre, donc voilà. Si, par rapport au vandalisme, si c'est une des raisons pour lesquelles certaines sont placées en hauteur, on l'a su par exemple au moment où on a photographié la plaque en hommage à l'affiche rouge rue Homer. Elle est très en hauteur, il faut vraiment la voir, et effectivement c'est une des raisons pour lesquelles elle est située là. Et puis sinon, d'autres, je pense que c'est des problèmes de place sur les immeubles. Mais ça, c'est une raison très importante. Oui. Justement, pour rebondir là-dessus, ainsi que sur ce que vous avez dit, et puis votre proposition de faire intervenir de vrais professionnels pour créer ces plaques, est-ce que vous pensez que si c'était le cas, si elles étaient plus pensées dans le graphisme, dans la mise en page, etc., ce ne serait pas seulement des images devant lesquelles les gens passeraient, mais s'arrêteraient devant pour s'en imprégner, pour y réfléchir? Vous pensez vraiment que ça aurait un impact à ce niveau-là? Heureusement, vous savez, c'est le travail vraiment des designers, et on est tous en admiration devant, par exemple, des très belles architectures, et on peste devant des architectures mal pensées ou hideuses. Donc, bien sûr, il y a la dimension esthétique, il y a assurer la lisibilité, l'aspect fonctionnel, et tout ça, c'est un savoir. Et puis en même temps, on peut vraiment créer avec des lettres, on peut faire des choses. Et pareil, sur un livre qui est bien composé, on a toujours vraiment du plaisir à l'avoir entre les mains. Donc, bien évidemment, ça changerait tout. Je pense que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que beaucoup de ces plaques, vous posiez la question de leur historique, c'est une option qui a été prise d'une manière très très claire par l'équipe, c'est-à-dire que non seulement on ne voulait pas les listes, parce qu'on voulait garder le lien plaque, lieu ici et maintenant et non, mais on ne voulait pas faire un travail d'historien, mais ce qu'on sait, parce qu'il y a des textes qu'on peut lire là-dessus, parce qu'il y a des travaux d'historiens là-dessus, c'est que beaucoup des plaques ont fleuri, elles ont fleuri les murs, et les murs, cette question est aussi importante, elles ont été posées à chaud, immédiatement après la fin de la guerre. Beaucoup de groupes de résistants ont voulu poser ça. Ce sont des initiatives individuelles ou de groupes qui voulaient tenir la mémoire vive. Donc la question à ce moment-là, c'était passant, arrête-toi et sache ce qui s'est passé, et quelles étaient les marques et les cicatrices dans les rues de Paris. Et la question de l'objet d'art, elle se pose dans un après-coup qui exige un certain temps, qui est un temps du travail de la mémoire, du recueillement. Vous avez parlé de recueil, oui, mais ce recueillement impliquait aussi qu'il fallait laisser passer du temps. Donc, dans la rédaction des plaques et dans la pose des plaques, il faut quand même penser à la spontanéité de l'initiative, à
à la volonté de faire se ressouvenir, à la volonté de chaque groupe de résistants de pouvoir dire voilà ce que nous avons fait. Et c'était les survivants qui le disaient pour ceux qui n'avaient pas pu survivre. Donc je pense que dans les temporalités qui se jouent dans les plaques, on n'était pas au départ dans l'œuvre d'art au sens... alors que maintenant, dans les nouvelles plaques, celles qui ont été faites, bien sûr qu'on aurait pu là faire appel à des concours comme pour les concours pour les monuments à la mémoire d'eux, parce que ce sont en général toujours des concours, mais il faut aussi tenir compte des différentes actualités qui font ce feuilletage, parce qu'on n'est pas dans... Ce sont des objets historiques, mais on n'est pas dans l'histoire, on est dans l'histoire de mémoire, et c'est ça qui compte, il me semble. Mais ce que je voudrais dire, juste paradoxalement, c'est que les plus anciennes sont les plus belles. C'est-à-dire celles qui ont été faites sur le vif sont les plus soignées. Esthétiques, oui, c'est ça. Elles sont vraiment le fruit d'un véritable savoir-faire, des métiers d'art, des marbriers, de la typographie lapidaire dont tu parlais. Et aujourd'hui, eh bien, c'est totalement négligé. Et ça, c'est une réalité. Malheureusement, alors que nous avons justement à la fois les outils les plus perfectionnés pour rendre la mise en page de ces textes beaucoup plus inventifs, soignés, élégants, créatifs. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que le travail de Philippe est intéressant parce qu'en fait, il a pris comme les plaques seraient les pages d'un livre, il les a compilées. Et soudain, il a rendu transportable ce qui était fixe. Et c'est très intéressant parce que ça me rappelle une remarque de Peter Sloterdijk dans son livre sur Derrida l'Égyptien, où il dit, cette chose que j'avais trouvée extrêmement lumineuse, il dit, à partir du moment où les Juifs ont compris que c'était pas la peine d'avoir une église, enfin un temple, disons, pour prier, mais qu'il suffisait qu'il y ait 10 hommes pour faire un minyan, et qu'ils ont ensuite fait en sorte qu'on ait un livre avec lequel on pouvait partir, il dit, il a fait une chose, c'est une chose extraordinaire, la religion est devenue une sous-branche des transports. Et dans un certain sens, il faut remercier Philippe parce qu'il a fait des plaques un objet transportable. Et ça, en un sens, ça c'est très juif. Il y a une question, pardon, il y a le micro qui circule. Je me permets une remarque et une question. Je suis graphiste typographe moi aussi, donc c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et j'ai eu la chance de travailler dans un studio néerlandais qui s'appelle Moniker, qui a travaillé sur des plaques qui sont sur Dam Square maintenant à Amsterdam, en mémoire des morts de la libération d'Amsterdam. Et c'est dans ces travaux-là qu'on voit qu'est-ce que peut apporter un designer à un travail de mémoire. Et je crois qu'effectivement on le néglige beaucoup peut-être ici, alors que c'est probablement quelque chose de très important et fondamental. Et je me permets une question sur votre utilisation du matériau photographique. Je suis très étonné par la manière dont vous avez photographié et retravaillé ces photos de ces plaques. D'une certaine manière, vous extrayez presque ces plaques de leur réalité, même pour les plans plus larges sur les écoles, par exemple. Il y a tout un retravail qui fait une altère réalité presque de l'environnement, puisque vous enlevez des choses qui appartiennent au quotidien du Parisien, des affiches, des petites imperfections. Et je me demandais pourquoi il y avait eu ce choix de faire un travail photographique qui allait, et même plus que photographique, qui allait presque enlever ces plaques de leur lieu, alors qu'elles sont très liées à leur lieu. Sur toutes les plaques, on lit ici, dans cette maison, dans cet immeuble. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, pour les façades des écoles, c'est pas des petites imperfections qu'on a enlevées, ce sont des grosses. Hein. C'était aussi pour rendre les plaques visibles. Le souci, c'était quand même d'avoir une image reproduite qui soit perceptible. Sinon, on était dans un chaos le plus total. Donc ça me concernait beaucoup. Par ailleurs, n'est pas seulement ce qu'il y a sur la façade, mais devant, il y a des grilles, etc. Donc on n'avait pas spécialement envie d'avoir des grilles. On s'en est aperçu comme ça, parce qu'on avait les 20 photos affichées sur les murs de l'atelier. Même il y en avait plus, parce qu'on avait sélectionné plusieurs écoles. Puis il y avait ces grilles devant ces grilles. Mais c'est tellement horrible, c'est négatif. C'est vraiment... Il faut enlever les grilles. Il n'y avait pas vraiment de moyens, parce que pour beaucoup d'écoles, elles sont dans des rues étroites. Il n'y a pas de recul, etc. Donc de fil en aiguille, effectivement, on s'est dit, tiens, ce panneau-là, il vient en rivalité avec la plaque. On en a laissé quelques-uns, mais vraiment, ce qui était franchement
gênant pour arriver à percevoir l'endroit où la plaque posée par les Américains était. D'ailleurs, elle est très très petite sur la façade des écoles. Donc, on n'a pas refait une architecture. Au contraire, on l'a révélée. Et puis, à l'intérieur du livre, ce qui était évidemment un souci pour certaines plaques dont la typographie était difficile à lire. Non pas parce qu'elle était abîmée parfois, mais par exemple, il y avait des problèmes de contraste de lumière avec des typographies dorées à la feuille d'or sur des plaques de marbre blanches. Et bien là, elles sont très difficiles à lire. Or, mon souci, c'était vraiment d'arriver à les lire. Je remercie d'ailleurs les artisans du regard qui nous ont accompagnés dans ce travail très minutieux pour faire en sorte que le texte des plaques soit lisible. Et puis, il est vrai que certaines plaques, certains éléments autour des plaques ont été supprimés. Par exemple, on trouve quelquefois des plaques de médecins ou d'avocats à côté des plaques commémoratives. Celles-ci, on les a enlevées parce qu'on ne voulait pas avoir spécialement de soucis avec ces gens-là qui se retrouvent à l'intérieur du livre. Donc, c'était logique. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu de recomposition des plaques. Elles sont prises comme vous les trouverez dans la rue, avec la patine, l'effacement, etc. Voilà. Philippe, est-ce que il y a quelque temps, tu as publié un livre sur ton travail dans un format à l'italienne, mais qui était gris aussi. Là, le livre a une couverture grise. Est-ce que, au sens propre comme au sens figuré, est-ce que l'idée du livre, c'est aussi d'en faire comme un pavé? Mais j'entends ça. Ouais. En tous les cas, j'aime bien l'idée effectivement d'un monument transportable. Ça me touche beaucoup parce que c'est vrai, il y a ça dans le sens où c'est un véritable millefeuille, il a un poids, il a du volume et il a été conçu en tous les cas comme un véritable objet pavé, je ne sais pas, mais un objet dans le sens où, au-delà de la couverture grise, avec cette typographie en creux qui fait penser à une plaque qui serait scellée même sur la couverture, eh bien les pages de garde, d'un côté sont bleues, de l'autre côté sont rouges, du fait qu'aucune photo n'est reproduite, ce qu'on appelle à fond perdu dans le livre, mais il y a une marge blanche, si bien que la tranche extrêmement épaisse du livre intervient, devient active en tant que couleur blanche en tous les cas, donc entre le bleu du début, le rouge de la fin, eh bien on imagine le drapeau tricolore à l'intérieur même du livre. Il y a des signets aussi bleu, blanc, rouge. Donc il y a toutes sortes d'éléments qui sont effectivement pensés pour que l'objet soit, que le livre soit en tous les cas un véritable objet, un objet monument transportable, oui. Il y a combien de plaques reproduites dans votre livre, s'il vous plaît? 1200, mais un millier, j'avoue que je sais pas. Pour tout vous dire, plus de 1000. Bon, et alors, deuxièmement, moi j'ai assisté, je vous racontais justement, au dévoilement de la plaque d'Hélène Baird, qu'on l'a vu là plusieurs fois, d'Hélène Baird. Et en effet, là, il y avait la descendante de quelqu'un de la famille d'Hélène Baird qui avait tenu à ce qu'il y ait une plaque, c'est à côté de la Tour Eiffel, qui avait une plaque sur l'immeuble. Alors, premièrement, elle racontait que les habitants de l'immeuble ne voulaient pas qu'il y ait une plaque, parce que eux, depuis que le journal d'Hélène Baird est devenu très célèbre dans le monde entier, il y a des touristes à Paris qui s'intéressent à l'écrivain, qui viennent dans cet immeuble, devant l'immeuble, qui veulent rentrer dans l'immeuble et qui veulent voir l'appartement où elles étaient. Donc les habitants de l'immeuble étaient opposés à ce qu'il y ait une plaque. De plus, les habitants de l'immeuble se demandent si on ne les accuse pas d'avoir dénoncé, parce qu'ils ont été dénoncés, la famille Baird. Ah oui, c'est ça, il y avait ce problème qui est un problème, je trouve, énorme. Donc finalement, la plaque a été acceptée, elle est fixée à 3 mètres de haut. Donc déjà, de la rue, elle est difficile à lire. Vous ne la voyez pas, si vous voulez, en passant. Il faut lever le regard, vous voyez, donc c'est au niveau du premier étage, si vous voulez. Et alors, le texte, elle racontait que ça a été extrêmement compliqué parce que le texte est censuré. Le texte qui est gravé. Il faut que ça passe, je ne sais pas si c'était la mairie de l'arrondissement ou la ville de Paris. Et donc, elle a réussi à écrire un texte où elle disait que ses parents avaient été déportés à Auschwitz, mais on ne sait pas s'ils ont disparu.
Et après, elle dit que leur fille, elle... C'est ça. Mais c'est pas explicite. La plaque, on se repose des questions. Tant mieux, vous savez, si les plaques disent pas tout. Justement, c'est peut-être à chaque fois le début d'un récit. Et d'un récit, c'est à vous de le construire, peut-être, à votre façon. C'est ça que je trouve aussi fascinant dans ces plaques. Philippe, je voudrais une question. Est-ce qu'il y a dans d'autres pays, et évidemment, il y a aussi des plaques. Moi, par exemple, j'ai passé une année à m'occuper de l'antimafia. Je peux dire qu'en Sicile, c'est rempli de plaques des gens qui ont été tués par la mafia. Est-ce qu'il existe des livres du même ordre ? Est-ce que tu as cherché ou pas du tout ? Alors, il y a un livre qui avait été édité par la documentation française sur les plaques à Paris. Mais c'est un livre, encore une fois, de documents pour les historiens. Oui. En noir et blanc, c'est une sorte d'annuaire, quoi. Non, sinon, je n'ai pas vu de livre sur ce sujet. Je voulais juste partager une réflexion sur la question de la sépulture. Une notion autour de laquelle on a un peu tourné, mais pour beaucoup, on se rend compte, notamment lorsqu'on voit défiler sur l'écran tous ces noms, que ces plaques font office de sépulture pour ceux notamment qui ont été déportés, exterminés, et dont le corps n'a pas été rendu aux vivants. Et je suis frappé par le fait que ces plaques sont aussi des stèles qui ne se visitent pas dans un cimetière, mais qui viennent à nous dans le cadre de la ville. Et en regardant l'objet, l'ouvrage maintenant qui est posé, que je vois juste là, je vois qu'il, d'une certaine façon, il évoque une stèle. Philippe, vous avez répondu pour partie sur la question du choix de cette couleur presque granitique, mais je songeais à cette idée de la sépulture dans la ville, pour ceux qui n'ont pas pu être enterrés. Il y a beaucoup de photographies des années 50-60 qui montrent que ces plaques étaient fleuries. Il y avait de nombreux hommages qui étaient rendus par des familles, par des associations, et donc la mémoire des plaques à épisodes variables, mais des fois ce fleurissement durait plusieurs semaines. Les gens du temps du Paris populaire aussi, il faut reconnaître, tout le monde se connaissait dans telle ou telle rue et tel quartier, savait que là, il y avait une sorte de mémorial, quoi, tout petit, qui était constitué et régulièrement honoré. C'est beaucoup moins le cas maintenant, même s'il y a encore des plaques qui sont fleuries régulièrement. Donc c'est aussi ça, cet aspect-là qui est important. Oui. Fleuri à des dates anniversaires par la ville de Paris. Toutes ? Systématiquement. Les écoles. Non. Parce que moi, j'en ai vu fleurir au moment, par exemple, de la Libération, des anniversaires de la Libération, et d'autres non fleuris. Dans tous les établissements scolaires, mais il y en a d'autres qui sont fleuris par la ville de Paris. Et par des particuliers également. C'est vrai. Bon, ça s'est perpétué, mais merci. ça a un peu diminué. Oui. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de rendre l'antenne, comme on dit. Philippe, évidemment, est là pour signer son livre, son très beau livre. On dit que le plus beau des monuments du judaïsme, c'est le débat. Donc voilà. Merci à tous.